Juste pour faire une petite introduction, aujourd'hui, j'ai avec moi Sylvie Gazeille, qui est une enseignante de mathématiques et de sciences à l'École de la Rose-Sauvage à Calgary. Après une première carrière dans l'industrie chimique, Sylvie a obtenu son baccalauréat en éducation à l'Université de Calgary en 2009. Elle a travaillé pour le Calgary Board of Education dans une école d'immersion, puis pour le Conseil scolaire Franco-Sud. Passionnée par l'évaluation dès sa formation, Sylvie continue à développer ses stratégies dans le domaine et à les expérimenter en classe. Donc, vous avez avec vous aujourd'hui quelqu'un de qualité, d'expérience et très passionné, dévoué. Je m'appelle Barbara, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis conseillère pédagogique au Franco-Sud et consultante au Consortium provincial francophone. Cela fait maintenant plus que 20 ans que je travaille dans le domaine de l'éducation. Et je suis aussi passionnée par l'éducation en général, mais par l'inclusion en particulier. Et j'apprends beaucoup cette année sur une très grande variété de sujets tels que les Premières Nations métisses et inuits. Et plus particulièrement, j'étudie l'approche collaborative et tout ce que cette approche peut apporter aux autres domaines de l'enseignement, tout comme l'évaluation. Et sur ce, je laisse la parole à Sylvie et je vais partager mon écran encore une fois. Avant de se faire, on va faire le tour de Moodle, hein, Sylvie? On sait oui, peut-être, oui. C'est Oui. une bonne idée. Alors, donc, un cours a été créé sur Moodle. mhm. Je te laisse le présenter, Barbara. Tout à fait. Alors, si vous n'avez pas eu la chance de faire le tour de Moodle, puis le cours en particulier de ce projet d'évaluation, je vous conseille d'y aller parce que les documents sont déposés ici. En fait, pour y arriver, normalement, on arrive juste sur le site du consortium, cpfpp.ca, et normalement, dans la liste déroulante ici, on va trouver le projet. Ce n'est pas encore dans cette liste, ça serait éventuellement, ou plus tard, je dirais, la fin de cette semaine. Alors, juste pour faire un peu le tour de ce projet, de cette cohorte, ce projet d'évaluation, nous avons ici 4 dossiers et chaque dossier comprend d'autres dossiers ou des fichiers. Et en cliquant là-dessus, ça va vous mener à copier le document. Donc, vous pouvez avoir ces documents-là dans vos propres ressources et vous auriez accès justement à éditer, modifier comme vous voyez bien. Puis Sylvie va en parler plus en profondeur pendant la présentation. Voilà, donc bonjour à tous. Je suis ravie que vous preniez le temps de venir discuter avec nous des apprentissages essentiels. Donc, on va peut-être commencer par un petit tour de table, de telle sorte, parce que je n'ai aucune idée de quel niveau vous enseignez. Je sais que vous enseignez tous au primaire, ce qui n'est pas mon cas, vous l'avez compris. Donc, heureusement, Barbara est là parce qu'elle a cette expérience-là. Donc, si vous pouviez prendre une petite minute pour nous dire les uns après les autres à quel niveau vous enseignez et en fait, qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans cette formation de telle sorte qu'on soit certaine qu'on a bien ciblé nos objectifs ou qu'on puisse éventuellement faire une petite rectification. Donc, je ne sais pas qui veut y aller en premier. Mélanie, je te vois juste là dans la grille, alors... Je pensais moi l'heureuse élue. Voilà. Donc, je m'appelle Mélanie, j'enseigne à l'École voyageur à Cold Lake en Alberta. J'enseigne depuis 3 ans la 5e année, mais j'ai passé un bon 13 à 14 ans de carrière à enseigner en première puis en deuxième. Ce que je viens chercher, je pense que je suis toujours ouverte à des nouvelles façons de faire, essayer de trouver des nouveaux moyens ou des moyens plus efficaces vis-à-vis de l'évaluation de mes élèves. Je pense en gros, c'est
la raison pour laquelle je suis ici. Merci Mélanie. Quelqu'un d'autre? Et moi, je m'appelle Hyacinthe Quadio. Je suis enseignant de la 5e année à l'école Héritage. L'évaluation est un défi pour moi. Donc, je pense pouvoir trouver des solutions. C'est pourquoi que je suis là. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Daouda? Oui, bonjour, je m'appelle Daouda. Donc, j'enseigne au Conseil scolaire Nord-Ouest, plus spécifiquement à l'école des 80. J'enseigne une classe jumelée, 5-6, et j'enseigne aussi une autre classe jumelée qui est 7-8 en sciences. Alors, je suis là aujourd'hui pour beaucoup plus apprendre sur les grilles d'évaluation. Je ne sais pas si vous allez en parler, mais j'aimerais apprendre davantage par rapport à cet aspect. Merci. Daouda, nous n'allons pas aborder cela aujourd'hui, je ne pense pas, mais en revanche, il y a déjà sur le site du consortium, tu me corriges Barbara si je dis quelque chose de faux, mais il y a déjà eu une formation sur les grilles d'évaluation. Je pense qu'il y a de très belles ressources sur les grilles d'évaluation. Et ensuite, aujourd'hui, c'est la première partie d'une série c'est sur 2 volets et qui en aura peut-être 2 autres. Et dans un de ces autres volets, on va les aborder. Voilà, c'est une précision. Oui, j'en prends acte, merci. Parfait, merci. Quelqu'un d'autre? Bonjour, je peux faire suite à mes 2 collègues au CSNO. Je suis Sylvette Filion, je suis conseillère pédagogique au Conseil scolaire du Nord-Ouest. Et puis, je suis venue chercher des trucs, des idées, etc., pour mieux accompagner les enseignants du primaire. Entre autres, mes 2 collègues qui sont là, M. Hyacinthe et M. Daouda. Parfait, merci. Bonjour. Bonjour. Oh. Je prends la parole. Je ne sais pas. Vous. Oui. Allez-y, allez-y. OK. Bonjour, mon nom c'est Karine Domoro. J'enseigne à l'école voyageur en 4e année. Moi, je suis là un peu comme Mélanie. Je suis ouverte à de nouvelles façons d'évaluer, sortir un peu des sentiers battus là, et puis évaluer de façon efficace, surtout pour aider nos élèves. Donc, je suis vraiment ouverte à de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de faire. Merci. Merci, Karine. Bonjour. Oui. OK, c'est Karine. Ah, je peux parler? Oui, bonjour. Je m'appelle Cassandra. J'enseigne en première année à l'école voyageur à Cold Lake pour le conseil scolaire Centre-Est. Et c'est à peu près la même chose que mes collègues précédents. J'aimerais avoir de nouvelles façons, de nouvelles stratégies d'évaluation dans le but de mieux accompagner mes élèves dans leur cheminement. C'est à peu près... Merci, Cassandra. Merci. Allô? Oui. Bonsoir, moi c'est Karen du Centre Nord-Ouest. J'enseigne la 2e année et puis je suis dans ma première année, donc je voudrais avoir beaucoup de connaissances, acquérir beaucoup de connaissances parce que je suis novice d'abord et agrandir mes connaissances pour pouvoir suivre mes élèves, encadrer mes élèves dans ce centre-là, quand on parle d'évaluation, parce que quand on parle d'évaluation, c'est vaste. Donc, connaître certaines stratégies pour mieux soutenir mes élèves. Merci. Merci, Karen. J'ai vu le petit mot de Clédia qui nous dit qu'elle enseigne à la maternelle et de Marie-Josée Verret. Moi, je n'ai pas vu le message en entier. Voilà, donc vous avez tous accès, j'imagine, au message. Donc, Marie-Josée, bienvenue. Je vois, oui, toujours soucieuse de rester à jour sur les initiatives provinciales pour les francophones, surtout en évaluation. Donc, merci de ta présence. Marie-Josée, qui a donné elle-même, c'était quoi, il y a 3 ans ou 4 ans, une merveilleuse série de formations à Edmonton sur l'évaluation. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? D'autres personnes? Ça devrait, non? Je peux y aller. Je suis Jasmine. Bonjour. Oui, Jasmine. Bonjour. Alors, je m'appelle Jasmine Evans. J'enseigne moi aussi à l'école voyageur. J'ai
je suis en 3e année pour l'instant. Et puis, mais c'est ça, on peut toujours en apprendre davantage. Puis pour moi, ben, c'est souvent, est-ce qu'on évalue assez, est-ce qu'on évalue pas assez, ou est-ce qu'il y a le juste milieu? Fait que c'est ça. Alors, je suis toujours ouverte à en apprendre davantage. Parfait. Est-ce qu'il reste après, Barbara, toi, tu es peut-être plus à même Oui, moment il voir, reste encore Marie-Josée Loubert, oui. Karine et Doris Claire. Oui, Sarah Kim, Nathalie. C'est Ok, donc, celle qui veut prendre la parole. ça. Oui, je m'appelle Marie-Josée Loubert. J'enseigne à l'École voyageur de Cold Lake. Je suis en 2e année. Puis moi aussi, je voudrais des trucs, des idées, des nouvelles façons d'évaluer, des façons de faire, des stratégies. C'est ce que je recherche ce soir. Parfait, merci. Je vais y aller. Je m'appelle Sarah Kim Boudreau. Je suis enseignante en 1re année à l'École voyageur. Puis moi aussi, c'est me tenir au courant des nouvelles façons de faire, puis des choses comme ça. Donc, d'en apprendre de nouvelles façons et tout. Voilà. C'est merveilleux que vous soyez plusieurs de la même école. Vous allez voir pourquoi après. Ensuite, je pense que Gisèle n'a pas pris la parole. Oui, j'ai seulement écrit que je suis aussi membre du conseil scolaire Centre-Nord. Je l'ai écrit là. Puis pardon, oui, je n'avais pas vu. Oui, je cherche à demeurer à jour en évaluation. Parfait. Pour tous ceux qui ont écrit dans le chat, dans le clavardage, j'ai pris note de surtout vos niveaux. On va vous diviser un peu plus tard en salles, Zoom, en sous-groupes. Donc, c'était important pour nous de savoir ceci. Karine Domo, est-ce que... Karine Domoro, je pense que je suis déjà intervenue. Oui. OK. Je n'avais pas noté ceci. Désolée. Alors. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? On a présenté à peu près tout le monde, peut-être. Oui, tu as... voilà. Émilie, je n'avais pas noté, je n'avais pas vu Émilie, qui est enseignante en 6e année. J'aime beaucoup ce que tu écris, évaluer de façon plus authentique. Peut-être on va aborder un petit peu ça aujourd'hui. Donc, je pense que nous avons fait le tour. Barbara, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Oui. Oui. Donc, voilà. Je vais rapidement passer sur qui parle d'apprentissage essentiel. Donc, si on regarde le Edmonton Regional Learning Consortium a fait en 2020 une présentation et ils ont aussi mis à disposition des enseignants, donc c'est en anglais, une série de documents. Et donc, ils ont fait une présentation sur qu'est-ce que c'était les apprentissages essentiels et pourquoi, dans le contexte dans lequel on a vécu depuis 2020, c'était important. Donc, voilà un exemple. Ensuite, qui parle d'apprentissage essentiel, eh bien, on peut retourner à regarder ça. Donc, il y a le ministère de l'Éducation au Québec qui, lui, a fourni aux enseignants des documents dans lesquels ils ont ciblé, donc, regardé le curriculum et ciblé les apprentissages qu'ils considéraient comme essentiels. Donc, contrairement à notre ministère n'a pas fait ça, mais au Québec, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça a donné lieu, vous voyez, peut-être que vous connaissez le réseau RIR, il y a quelques-unes de leurs ressources sur le site du consortium, où le CETREC, comme je l'appelle, mais le Centre de transfert pour la réussite éducative aussi au Québec, qui a rebondi sur cette initiative, enfin, c'est une initiative du ministère et qui a produit des documents. Si on regarde en dehors du Canada, on peut voir que même l'UNESCO s'est penché énormément sur les conséquences de nos confinements, de toute cette pandémie. Et puis, dans leurs documents, ils font une analyse de ce qui s'est passé, des répercussions que ça a eu. Et aussi, effectivement, ils parlent d'apprentissage essentiel.
On va regarder une toute petite vidéo qui a été faite suite à l'intervention d'un consultant en mathématiques qui s'appelle John San Giovanni. Et donc, il est intervenu auprès du Calgary Regional Consortium, à leur initiative plutôt, et on va entendre la question que lui pose une des enseignantes, justement à propos de ces apprentissages essentiels. Je vais juste avancer. Ça ne sera pas long. Ça va être plus facile comme ça. Donc, oui, je te laisse faire. Oui, c'est à peu près. Donc, c'était une formation dans laquelle on parlait essentiellement de mathématiques, mais aussi le sujet des apprentissages essentiels avait été abordé. Oh, ça ne me laisse pas partager le son, mais... de toute façon, ce n'est pas très grave. Je peux résumer. Je pense que vous allez pouvoir l'entendre de toute façon. Jackie, did you have a question? Thanks, John. I have a question of how can a staff work on recognizing those foundational outcomes and slim down the curriculum? I don't mean get rid of any curricular outcomes. I just mean focusing on those big rocks like you were talking about. And how do I know that's a big rock? How could the staff do that? I think a staff works with a math consultant from the local area to help them with that. No plug intended, right? But I think that teachers need to grapple with that together collaboratively with guidance and talk about is this a big idea and how do we know? Well, how do we know it's a big idea is that it grows from one thing to the next and it contributes significantly to later grades or more importantly, foundational understanding. Nobody's going to argue that ratio and proportion is not a good idea. We need to spend a lot of time with that. A line plot? Maybe not. Not that I don't love line plots, but you understand my point, right? And so I think a team has to have that collaborative conversation about is this really a linchpin idea? And we also how does this one big idea really infiltrate other things that we do in math? For example, even if I understand what a line plot is, if I can't do some operational thinking with it, I probably can't answer many of the questions, the higher level thinking questions that apply to it. Does that make sense? But again, my big point is that this is for teachers to come together and have that conversation about, addition and subtraction is a lot more important than do I know my shapes? I love geometry, but a young student needs to understand how to add, subtract, and do it in different problem-solving situations. Donc, probablement que vous devez comprendre un peu où est-ce Other questions from the group. avec la question qui a été posée des apprentissages essentiels et puis comment les reconnaître. Est-ce qu'on peut, juste revenir ici. Donc, vous avez aussi entendu qu'il parle de collaboration et justement, on va en parler aussi combien c'est essentiel dans l'évaluation et dans ce qui vient en amont. La dernière petite ressource, c'est juste un petit extrait d'un blog et ça a été fait aussi pendant la pandémie. Et si on descend un tout petit peu avec ce subscribe qui nous ennuie, voilà. Donc, en fait, si je résume le début, c'est comment répondre à ces périodes d'enseignement en ligne, quelle influence ça va avoir sur l'apprentissage des élèves. Et ensuite, donc, l'idée, les deux questions qui sont, vous savez, en italique, là, peut-être vous le voyez vers le bas de l'écran. How might we prioritize the curriculum to focus on the outcomes that matter most? Donc, effectivement, ces apprentissages essentiels, comment faire la priorité là-dedans et comment engager les élèves dans un apprentissage en profondeur. Donc, en fait, l'idée, c'était que quand on revient d'une période de confinement, est-ce qu'il faut absolument aller très vite pour rattraper le temps perdu? L'idée, là, c'était non, au contraire. Il faut ralentir et puis viser ce qui est vraiment essentiel pour que cela soit acquis pour l'avenir. Donc, en fait, quand Madeleine nous a donné un peu carte blanche en nous disant, on voudrait faire quelque chose sur l'évaluation, je me suis dit qu'on allait partir vraiment en amont
Et on allait regarder, donc l'idée qu'on avait eue avec Barbara, c'est de parler d'évaluation diagnostique, mais avant de parler d'évaluation diagnostique, il faudra aller voir qu'est-ce qu'on diagnostique. Donc c'est comme ça que nous est venue l'idée des apprentissages essentiels. Et la première fois, très honnêtement, que j'en ai entendu parler, c'était juste au tout début du confinement. Anne Davis, donc, qui est une spécialiste de l'évaluation, avait fait un webinaire tout à fait gratuit, bien qu'elle ait un site, des formations, voilà, et sa propre entreprise, finalement, C2L. Donc, elle avait fait un webinaire gratuit en disant, voilà, surtout ne vous lancez pas dans le fait, avec l'idée que vous allez tout enseigner en détail comme si vous étiez en classe. Non, il va falloir cibler des apprentissages essentiels. Donc, qu'est-ce que c'est ces apprentissages essentiels? Barbara, si tu peux juste nous amener à la prochaine. Merci. Donc, pourquoi on en a parlé? Vous avez compris dans le contexte de la pandémie. Donc, pendant les périodes d'enseignement en ligne, on ne va pas regarder notre curriculum dans tous ses détails, on va cibler des choses importantes. Et ensuite, après la pandémie, quand il va falloir combler certaines lacunes d'apprentissage des élèves, vers quoi on se tourne? Qu'est-ce qui est prioritaire? Cependant, si on va à la prochaine diapositive, je pense que parler des apprentissages essentiels, c'est valable en tout temps. Donc, en fait, la pandémie nous a donné l'occasion, peut-être, ou une bonne raison de dire il y a des élèves qui arrivent dans nos classes avec des lacunes d'apprentissage. Et puis, on ne peut pas les laisser continuer et on va voir après pourquoi. Donc, pour moi, la question se pose en tout temps. Oui, dans nos classes, nous avons des élèves dont il faut essayer de combler les lacunes d'apprentissage. Et puis, il faut faire aussi en sorte que dans nos classes, les élèves, ne faut pas laisser ces lacunes se développer chez certains élèves. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est les apprentissages essentiels? Alors, j'ai mis une petite ressource donc, du CITREC du Québec en bas, mais en fait, il y a d'autres, il y a d'autres personnes qu'eux qui sont à l'origine, si vous voulez, de ces 3 critères qui définissent les apprentissages essentiels. Donc, au début, on va les regarder sous forme de petits d'illustrations et ensuite, on va aller un peu plus en détail. Donc, quand on cible dans le curriculum des apprentissages essentiels, on va chercher ce qui est préalable, c'est-à-dire, est-ce que l'élève est en train de rater une marche s'il n'acquiert pas cet apprentissage-là? Donc, préalable, ça veut dire préalable à d'autres apprentissages essentiels dans les niveaux qui suivent. Ensuite, un autre critère, ce serait est-ce que ces apprentissages-là, ils sont transférables? Est-ce que, par exemple, quand j'étudie les régularités, je peux le transférer ailleurs qu'en maths? Oui, bien sûr, en sciences et même, pourquoi pas, en poésie, en musique, ça fait partie de la même idée. Le dernier critère, c'est est-ce qu'ils sont durables? Alors, c'est un mot très à la mode, mais ça veut dire tout simplement, c'est pour ça que j'ai mis les petits bonhommes, est-ce que ce sont des connaissances ou des habiletés que les élèves vont pouvoir utiliser tout au long de leur scolarité et même peut-être de leur vie? Donc, si on va voir des définitions un peu plus écrites, disons, les questions qu'il faut se poser quand on définit les apprentissages essentiels, ce serait est-ce que cet apprentissage, il prépare les élèves à un autre apprentissage essentiel dans ce domaine, par exemple? Donc, qu'est-ce qui serait quelque chose de préalable? Ce serait bien sûr, John San Giovanni l'a dit, les 4 opérations, il faut que ce soit acquis absolument et en détail. Donc, ça, ce serait un exemple d'apprentissage essentiel. La meilleure question ou la meilleure façon, je pense, de définir ce qui est préalable, si vous enseignez un niveau, c'est d'aller voir votre collègue du niveau supérieur et lui dire qu'est-ce qu'il faut que dans telle matière, mes élèves sachent faire ou connaissent pour pouvoir réussir dans ta classe. Donc, personnellement, moi, au secondaire, c'est ce que je
Le jour où on m'a dit tu vas enseigner sciences 10, bon, parfait, physique, chimie, je n'ai pas de problème avec ça, biologie, j'ai arrêté en 12e année, et puis mon cours était très léger. Donc, je suis allée voir ma collègue qui enseigne Bio20 et Bio30 et je lui dis, OK, qu'est-ce qu'il faut absolument que je couvre dans mon curriculum de sciences 10 qui a la biologie pour que mes élèves réussissent dans tes classes? Donc, je pense que ça, donc vous voyez que l'approche collaborative, elle va être tout à fait intégrée dans cette démarche. Ensuite, qu'est-ce qui va définir, quelles questions il faut se poser pour quels apprentissages sont transférables? Est-ce qu'ils vont être utiles aux élèves dans d'autres matières scolaires ou disciplines? Si on prend tout ce qui est analyse de régularité ou analyse de données avec les tableaux et les graphiques, oui, bien sûr, on le voit en mathématiques, mais on ne peut pas faire de sciences sans ça. Si ensuite les élèves font un petit peu d'économie en études sociales, ça va être la même chose. Donc, ce sont des apprentissages essentiels et si vous regardez le curriculum de mathématiques, ça suit d'année en année. Oui. Juste pour donner la couleur un peu de littératie aussi. Oui. Des cours de français ou même d'anglais, peu importe, ça se traduit en études sociales, en sciences, en mathématiques, un peu partout. On veut que nos élèves apprennent bien à lire, à écrire, à écouter, à faire des présentations à l'oral, justement pour pouvoir y accéder dans les autres matières. Désolée. Non, tu as bien fait. Et tout à fait. Par exemple, écrire un texte descriptif, c'est l'exemple typique d'un domaine en français qui est absolument crucial pour les sciences si on veut faire des observations, par exemple. Donc, ensuite, tout ce qui est donc le critère de durabilité, si vous voulez, ce serait se poser la question, est-ce que ça va être utile aux élèves pour toute leur vie? Tout à l'heure, l'une d'entre vous parlait d'évaluation authentique. Évaluation authentique, on pourrait aussi parler d'enseignement authentique. Eh bien, exactement, ça va aller toucher ceci parce que si... Par exemple, cette année, en 8e année, on revoit encore les pourcentages. Une façon d'aborder le problème de façon authentique. Donc, j'ai donné à mes élèves une déclaration d'impôt à faire. Donc, ils ont fait une petite recherche pour le salaire qu'ils imaginaient avoir plus tard. Et ensuite, à partir de là, on a fait une bonne partie de la déclaration d'impôt avec les formulaires de l'Agence de revenus du Canada. Donc, on a pratiqué ça et voilà, ils ont vu que oui, les pourcentages, même parce qu'il y avait un élève qui me disait, mais dans le manuel, madame, les exercices, c'est calculer des rabais sur des prix, mais moi, quand je vais au magasin, le prix, il est déjà réduit, je n'ai pas besoin de calculer le rabais. Bon point. Voilà, donc ça peut être une façon. C'est pas juste au secondaire que les élèves questionnent leur enseignant sur « mais à quoi ça sert cet enseignement, ce concept? Pourquoi je fais ça en ce moment? Est-ce que ça va me servir un peu plus tard dans la vie? » Donc, pour revenir sur la question d'authenticité, si c'est authentique, si ça va leur servir plus tard, puis on peut partager cette information-là tout de suite, mais ils vont être plus propices à écouter, prendre des notes ou s'appliquer dans la matière. Donc, comme on a dit, beaucoup de personnes ont parlé de ces apprentissages essentiels, mais je ne sais pas s'ils étaient vraiment les premiers, mais enfin, il y a deux éducateurs américains, donc Doug Reeves et puis Larry Einworth, qui ont défini, en fait, les trois critères-là ont juste été traduits, ils ont défini ces trois critères-là, et ils disaient que, alors je ne sais pas si au primaire vous avez cette sensation-là, mais eux, ils disaient qu'aux États-Unis, surtout dans certains États, on a un curriculum qui est 1 mile long and half an inch depth. Donc, je pense que ça résume bien où on choisit, est-ce que tout le monde arrive à
posséder tous les résultats d'apprentissage, etc. Est-ce que parfois on arrive à fin d'année et puis on dit « Ah là là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ». Donc, est-ce que c'est un curriculum par défaut ou alors est-ce que c'est un curriculum par design? C'est-à-dire, est-ce qu'on choisit on va tout enseigner? Alors, peut-être on peut passer à la prochaine diapositive justement. On va tout enseigner, mais on va mettre l'accent sur certains résultats d'apprentissage. Peut-être tu veux dire un mot là-dessus, Barbara? Oui, justement, j'allais dire que quand je vois cette image, ça me fait penser beaucoup ça me fait penser beaucoup à un continuum de soutien, une pyramide d'intervention. Et dans ce cas-là, tout comme ici, je pense aux couches. Donc, de partir d'une bonne base, d'avoir ça, tous les élèves devront avoir accès à ces éléments essentiels dans leurs apprentissages. Puis après ça, on bâtit là-dessus. Donc, on ajoute des éléments de couche par-dessus. Et non seulement, ces élèves-là vont apprendre cette partie-là, ces éléments-là, d'autres élèves vont apprendre ici, et ainsi de suite. Mais je le vois vraiment en couches. Donc, on ajoute des couches. C'est ça. Oui, on peut, je pense, passer à la prochaine. Voilà. Alors, pourquoi dans une série sur l'évaluation, on s'est intéressé aux apprentissages essentiels? Moi, je prends une de mes classes de 8e année en mathématiques cette année, et j'ai quelques élèves qui ne savent ni additionner, ni soustraire, ni multiplier, ni diviser. Et surtout, ils ne savent pas quand c'est qu'il faut faire ça. Donc, ces élèves, vous voyez la citation de Robert Marzano, ce qui compte, c'est d'offrir à chaque élève des occasions d'apprendre ce qui est essentiel pour lui donner la chance de réussir. Et quand je regarde ces élèves en 8e année, je me dis, il faut absolument... quelque part, et pour différentes raisons, et il y avait cette pandémie, etc., eh bien, ils sont en train de perdre leur chance de réussite. Et il faut absolument rattraper ça, parce qu'effectivement, si ces apprentissages essentiels, si on les laisse poursuivre comme ça, sans traiter le problème, disons, eh bien, ils vont perdre leur chance de réussite. Donc, pour mes 8e années, là, il y a déjà, en fin de 7e année, déjà, on avait demandé à certains parents, est-ce que votre élève va pouvoir aller plutôt, peut-être que votre enfant devrait suivre le cours de connaissance en employabilité, etc. Alors que, ce n'est pas qu'ils sont incompétents, c'est juste qu'ils ont des lacunes, et ces lacunes, si on les laisse se poursuivre sur 3-4 années, elles finissent par être trop importantes pour permettre la réussite de l'élève. Alors, ces apprentissages essentiels aussi, ils vont permettre, si on fait une évaluation préalable de ces apprentissages-là, ils vont permettre de définir ou d'identifier plutôt les élèves qui risquent d'être en difficulté en début d'année et de planifier l'aide ou les aides dont ils ont besoin. Donc, vous voyez qu'on est en train d'ouvrir la porte vers l'évaluation diagnostique, c'est-à-dire qu'en début d'année, on ne connaît pas nos élèves parfaitement, donc on apprend à les connaître, et en même temps, on va aller rechercher, est-ce qu'ils ont des lacunes, est-ce que ces apprentissages essentiels des années précédentes sont acquis. Si ce n'est pas le cas, on va intervenir pour leur permettre de rattraper ce temps-là. Donc, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, qui va déterminer ça? Notre ministère n'a pas fait ça, et pour être très honnête, moi je trouve que c'est très bien finalement qu'il ne nous l'ait pas imposé, parce que une école, c'est un petit peu un microcosme, et puis je suis donc ravie que vous soyez plusieurs de l'école voyageur. Cassandra qui enseigne en première, elle va pouvoir parler à ses collègues de 2e année, et etc. Donc, ensemble, vous allez pouvoir déterminer qu'est-ce qui est essentiel d'une année à l'autre. Et comme je vous dis, il n'y a pas de meilleure question que de poser à l'enseignant du niveau supérieur, qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans ta classe. Donc, ils ne nous sont pas dictés par le ministère, c'est nous qui allons les déterminer, et ça devrait être fait au sein de l'école, et c'est une très bonne chose, donc, que ce soit les
les enseignants qui veulent et qui vont le faire, parce qu'en fait, nous sommes en première ligne. Donc, c'est nous qui connaissons notre curriculum et on le connaît parce qu'on l'enseigne. Donc, évidemment, c'est plus simple. Bon, alors il ne faut pas non plus, une petite précision quand même, il ne faut pas penser que les apprentissages essentiels, ça veut dire on va prendre notre curriculum et puis on va écrémer des choses que nous ne jugeons pas ou que même collaborativement importantes, bien sûr. On va tout enseigner, hein, ça il n'y a pas de souci. On va exposer les élèves à tout. Maintenant, il y a certains résultats qui sont vraiment essentiels et là, il faudrait s'assurer que tout le monde y arrive. Donc, ça veut dire qu'il va falloir passer du temps. Et au début, je vous disais, hein, la réponse à la pandémie, c'est slow down. C'est exactement ça. Donc, ça peut être une durée d'enseignement qui va être un peu plus longue sur ces concepts-là. Beaucoup évaluer parce qu'il faut s'assurer que les élèves arrivent à les maîtriser. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver dès qu'on aura passé nos périodes qu'on avait dédiées pour cet enseignement-là. Donc, il ne faut pas hésiter à y revenir au cours de l'année. Et aussi, j'ai écrit à la fin, s'assurer que tous les élèves les atteignent, mais dans la limite de leur maturité. Alors là, vous êtes encore mieux placé que moi, je pense, pour savoir que, voilà, hein, oui, il y a des élèves qui vont lire en milieu de première année, et puis il y a des élèves qui vont lire en milieu de deuxième année, et c'est tout à fait normal. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ce soit le cas encore, mettons, en troisième ou quatrième année, évidemment. Là, on grève complètement les chances de réussite de l'élève. Donc, on comprend que tous les élèves ne sont pas tous pareils, mais en même temps, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas ou que ça ne masque pas leur capacité à atteindre certains résultats, en fait, ne viennent pas de difficultés d'apprentissage qu'ont les élèves. C'est ça, justement, c'est encore plus important pour les élèves en difficulté et les élèves ayant des besoins, de s'assurer qu'on connaît bien les éléments essentiels pour pouvoir passer assez de temps, pour donner une certaine intensité à ces concepts-là, pour que les élèves puissent maîtriser et avancer. Merci, Sylvie. Ah, mais je t'en prie, et merci à toi aussi. Donc, je te laisse la parole parce que toi, tu as participé à l'élaboration de cela. Donc, Alors, ici, puis en lien dans la présentation, ainsi que dans le cours Moodle, nous avons mis les apprentissages essentiels qui ont été créés. Le document a été développé par le Franco-Sud en collaboration avec plusieurs enseignants, justement pendant la pandémie, pour pouvoir se concentrer sur ça, tout simplement, étant donné qu'on était tous en ligne. Il fallait vraiment réduire le temps qu'on passait avec nos élèves et de donner aussi aux parents la chance de voir, OK, qu'est-ce que mon enfant va voir à la maison avec moi? Donc, on a mis ensemble de M à 6, selon les matières, les éléments essentiels qu'il fallait absolument couvrir par niveau. Ici, j'ai juste mis 2 captures d'écran en français. Je crois que c'était la 2e année, puis en mathématiques en 5e année, ce que vous voyez devant vous. Donc, ça vous donne juste une idée simple de ce que le document vise comme information. Et encore là, je vois que ce soir avec nous, on a de maternelle à 6e année. Donc, on vous encourage fortement d'aller voir dans ce document. J'imagine que ça existe dans d'autres conseils scolaires aussi. C'est juste qu'on avait accès à ce document-là et que ça a été tellement bien divisé et articulé qu'on trouvait ça important de partager avec vous. Alors, puisque vous avez tous parlé, et c'est normal, c'est une série sur l'évaluation, d'évaluation,
Pour vous donner un petit peu l'aspect, comment dirais-je, la suite, si vous voulez, on parle d'apprentissage essentiel parce que notre idée, c'est avant de se lancer dans l'enseignement de quoi que ce soit, avant de penser, d'évaluer nos élèves sur ce que l'on leur enseigne, il est crucial de faire d'abord des évaluations diagnostiques et d'aller regarder où est-ce qu'ils en sont. C'est-à-dire d'avoir une idée, un profil de la classe, d'avoir une idée de quels sont les élèves qui sont là. Au lieu de partir, je m'excuse de prendre que des exemples que je connais évidemment, de secondaire, mais je pense que vous pouvez quand même vous relier un petit peu à ça. Si je pense à mes 8e année ou en 8e année, on fait la multiplication des fractions, mais en 7e année, on fait l'addition, et puis ensuite, on en a besoin de ces fractions pour résoudre des problèmes, que ça peut être de géométrie ou quoi que ce soit d'autre. Eh bien, si déjà le concept lui-même de fraction équivalente, etc., ce n'est pas acquis par les élèves, pourquoi je vais me lancer dans la multiplication des fractions? Ça veut dire qu'il va falloir que je prenne mon petit groupe qui n'a pas encore acquis ça et puis que je mette l'accent là-dessus pour que quand on commence vraiment le sujet, tout le monde soit à peu près, pas évidemment au même endroit, mais au moins que tout le monde soit à la case départ et pas en arrière. Donc, peut-être vous voyez un peu mieux maintenant le lien entre les apprentissages essentiels et l'évaluation. Je serais curieuse de savoir peut-être tout d'abord, est-ce que vous avez entendu parler des apprentissages essentiels les uns ou les autres? Évaluation diagnostique, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose, oui, votre conseil scolaire a traité cela? Ou j'aimerais bien avoir vos réactions parce que j'ai aucune idée de ce qui s'est passé ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Mais moi, j'ai déjà entendu parler des éléments essentiels. J'étais chanceuse, puis je suis allée passer une semaine avec Anne Davies à Comox dans des années passées. Alors, j'ai vraiment appris beaucoup avec Anne Davies pendant ce temps-là. Puis, lorsque j'avais été enseignée au Nouveau-Brunswick, après avoir enseigné ici avec Lakeland Catholic, on avait travaillé beaucoup pour ressortir justement les éléments essentiels dans le curriculum de mathématiques, puis j'étais en maternelle dans ce temps-là, les éléments essentiels en maternelle aussi. Et puis ensuite, quand je suis allée travailler au Nouveau-Brunswick, j'étais sur notre comité où on travaillait justement sur des éléments essentiels, ressortir les éléments essentiels des curriculums. Alors, oui, j'ai fait quand même beaucoup de travail avec ça. Oui. Et de quelle façon t'en sers-tu? Là, c'est certain, j'ai changé beaucoup de niveaux. Oui. Alors, mais habituellement, j'avais mes cibles avec les éléments essentiels que je donnais aux élèves avant qu'on commence une nouvelle unité. Comme ça, ils savaient exactement ce qu'ils devaient apprendre pendant l'unité qu'on allait voir, en mathématiques, par exemple. Puis ensuite, je leur donnais leur pré-test et ils faisaient leur pré-test. Et ensuite, je pouvais voir où les élèves avaient eu de la difficulté. Alors, je pouvais me concentrer sur les éléments essentiels que les élèves n'avaient pas compris. Puis ensuite, on continuait. D'accord, Jasmine, merci. Oui. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Donc, Barbara, peut-être on pourrait... est-ce que ce que nous avons pensé, c'était de travailler ces éléments essentiels-là, peut-être, je vois qu'il nous reste quand même un petit peu de temps, peut-être en petits groupes, aller voir un curriculum, une matière dans laquelle cela vous intéresserait d'aller définir des éléments essentiels et des apprentissages essentiels et discuter ensemble. Donc, ce serait bien que ce soit peut-être multi-niveau, en fait. Je ne sais pas comment... Je pense que j'avais établi selon des niveaux, plus ou moins. Peut-être que ça va fonctionner avec le mélange de personnes que j'ai mis dans les salles. Je pense que oui. Je pense que ça va bien aller comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, OK. On peut ouvrir les salles, mais avant, on va donner les consignes.
Oui, donc ce serait... ah oui, c'était sur la présentation, mais ce n'est pas grave. Donc ce serait... notre idée, ce serait peut-être de prendre, vu qu'il est déjà 45, je pense, oui, peut-être une dizaine de minutes pour que dans votre salle, vous puissiez vous mettre d'accord peut-être sur un aspect de l'un des curriculums, puisque vous êtes au primaire, n'est-ce pas, dans le domaine que vous voulez, et puis explorer peut-être en fonction de ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous définiriez comme essentiel dans ce curriculum-là. Donc, on vous laisse, peut-être réfléchir, voilà, c'est ça, avant de clôturer après. C'est ça, réfléchir à voix haute. Fait que j'ouvre les salles tout de suite. Vous n'avez que cliquer le bouton qui va apparaître sur votre écran. Donc, les discussions ont été courtes, j'imagine, puisque nous n'avons pas laissé énormément de temps. Il y a d'autres personnes qui vont arriver, j'imagine. Mais est-ce que vous avez eu un petit peu le temps de discuter? Est-ce que certains d'entre vous veulent partager? Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Ou qu'est-ce que vous voyez comme difficulté? Ou est-ce que ça vous paraît nécessaire ou pas? Est-ce qu'on a tout le monde? Non, pas encore. Oui. Oui, à peu près. Oui, je disais, est-ce qu'on va prendre les quelques minutes qui restent? Est-ce que vous voulez partager avec nous des discussions que vous avez eues ou des questions? Ou peut-être, moi, ma grande question, c'est est-ce que ça vous paraît intéressant, ces apprentissages essentiels? Est-ce que vous voyez quelque chose qu'on peut en faire avec, des difficultés? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. On disait, Sylvie et moi, qu'une heure, ça va comme ça. On peut écouter, puis c'est le temps d'écoute, mais le partage entre vous, et ce n'est pas nécessaire de nous partager vos pensées, vos discussions, mais si quelque chose est sorti d'intéressant dans vos discussions, on aimerait l'entendre. Là, je m'avance peut-être un petit peu. Nous autres, on a eu une belle conversation par rapport aux mathématiques en 5-6. Je n'irai pas en grand détail, là, mais je pense qu'un des éléments qui revenait beaucoup, c'était l'importance de la multiplication, toutes les opérations de base au bout de la ligne, là, mais aussi du vocabulaire clé. Parce que là, on avait donné l'exemple, par exemple, si on essaie de montrer à un élève à faire le volume, s'il n'y a pas ces multiplications, puis qu'il ne comprend pas non plus la différence entre longueur, largeur, hauteur, on n'arrivera pas à grand-chose. Puis on a aussi parlé un petit peu de la suite de travailler les fractions en premier, suivi de la décimale pour en arriver aussi au pourcentage plus tard. Mais aussi, on a parlé un petit peu de notre façon de faire et l'ordre dans lequel on a tendance à aborder les choses pour bâtir les unes ces autres. Et les trois, on avait tendance à parler des nombres en premier, suivi de des opérations. Ben, moi, dans mon cas, des opérations, les autres ont peut-être fait autre chose. Mais pour en arriver ensuite, après, dans les autres concepts de mathématiques. Donc, c'est pas mal là qu'on s'est rendu. Oui, et je comprends l'ordre que vous prenez parce que nous, en 8e, on collabore aussi, on est 2 enseignants pour nos 3 classes de 8e et puis, effectivement, le nombre est essentiel. Donc, on a aussi tendance à faire le nombre en premier, oui, effectivement. Et il faut mentionner que le document qui a été créé ou développé au Franco-Sud, ça permettait, je me souviens, ça permettait aux enseignants du même niveau, surtout dans une même école, d'avoir une planification en commun, c'est-à-dire si on a 2 classes de 3e année, puis ils arrivent à être mélangés dans 2 classes de 4e année, on veut voir que tout le monde a vu les mêmes concepts. Donc, la collaboration est primordiale dans tout ceci. Puis si on peut s'entendre sur ce qui est essentiel, bien, ça va nous faire avancer sans vraiment réfléchir trop sur « OK, bien, on fait quoi maintenant? Dans quel ordre? Qu'est-ce qui est le plus important? »
Donc, merci beaucoup du partage. Je vois que le temps file assez rapidement. Je vais partager mon écran une dernière fois. Et je laisse la parole à Sylvie pour les dernières diapos. Oui, c'était juste une série de questions peut-être qui vont ouvrir, disons que vous pourriez garder en tête si vous nous rejoignez pour la deuxième session qui va parler donc plutôt des évaluations repères et des évaluations diagnostiques. Et donc, je pense que j'ai expliqué le lien qu'il y avait avec les apprentissages essentiels, puisque ces évaluations-là, elles sont préalables, si vous voulez, à votre enseignement. Donc, moi, ce que je me demandais, puis vous savez, n'hésitez pas, je ne sais pas si nos courriels, oui peut-être Barbara, nos courriels seront disponibles quelque part, mais moi, ça me ferait vraiment plaisir que si vous avez une réflexion sur ce dont on a discuté aujourd'hui, que vous nous le partagiez quelques petites lignes. Donc, la première question, c'était est-ce que vous pensez que vous seriez en mesure de définir des apprentissages essentiels? Et encore une fois, c'est quelque chose qui est à faire en collaboration. L'école de voyageurs, ce serait génial si vous vous mettez tous ensemble et puis vous ayez du temps, des journées pédagogiques pour dire, ben voilà, nous, on va définir ces apprentissages-là dans telle matière. L'autre question, ce serait de réfléchir à votre propre pratique en ce moment. Est-ce que vous pensez que vous donnez la priorité à ce qui est essentiel? Parfois, je ne sais pas, je pense aux sciences, par exemple, des fois, on a tendance à aller vers ce qui est intéressant ou ce qu'on juge intéressant. Qu'est-ce qui est essentiel? On pourrait parler de qu'est-ce qui est essentiel au primaire aussi. Pour le secondaire, j'ai eu une belle discussion avec notre enseignante de 7e année tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait mis comme autre Bon, oui, c'est ça. Comment ça, on va y répondre aussi à la prochaine fois si vous venez avec nous. Mais comment pensez-vous intégrer ces apprentissages essentiels dans votre planification pour répondre aux besoins des élèves? Et quel rôle vous pensez que ça joue dans l'évaluation? Donc ça, on en a déjà parlé un petit peu. Je pense que c'est pas... donc, en fait, une partie de la réponse, elle est là, c'est de faire le lien entre ça, puis les évaluations repères et diagnostics dont on va parler la prochaine fois, j'espère, au moins avec certains d'entre vous. Ben oui, puis notre prochaine rencontre, justement, c'est le 1er mars à 4 heures encore là. La session dure 1 heure, mais nous sommes toujours disponibles à la fin de chaque session pour répondre à vos questions, pour discuter un peu plus. On est disponible aussi par courriel. Si jamais vous avez des idées, des pensées, des questions, des inquiétudes, peu importe, nous sommes ici pour répondre. Ou des points que vous aimeriez voir abordés, en fait, aussi, oui. Parce que ça peut nous donner des idées pour faire la suite ou orienter la suite des sessions. Oui, en plein ça. Et sur ce, ça termine notre présentation. Je pense que c'était la dernière diapo. Donc, je vais arrêter le partage. Et voilà. Des questions ou des commentaires avant de nous quitter pour la soirée? Merci. Merci à tout le monde. Merci pour votre participation aujourd'hui, pour votre présence. Merci Sylvie pour le temps et l'expertise. Au nom du consortium, on vous remercie énormément. Puis on a vraiment hâte de vous revoir le 1er mars.